Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Cette histoire est complètement différente. Apparemment, travailler toute sa vie, économiser son propre argent et acheter sa propre maison de ses propres mains est désormais considéré comme un crime contre l'humanité. Qui l'aurait cru, hein? Parce que certaines familles, et je dis ça avec tout le sarcasme affectueux dont je suis capable, certaines familles voient ta réussite et pensent, oh génial, notre distributeur automatique personnel vient enfin d'avoir une mise à niveau. Pas, félicitations. Pas, on est fier de toi. Non, non, non. Plutôt, parfait, on a déjà choisi quelle chambre sera à nous. Et quand tu oses dire, en fait, c'est à moi, soudainement, tu deviens le méchant de l'histoire. Tu es égoïste. Tu es sans cœur. Quelle audace d'acheter une maison pour toi-même sans consulter des gens qui, eux, ne t'ont jamais consulté pour quoi que ce soit. Je ne peux vraiment pas inventer ça. Restez jusqu'au bout, parce que cette histoire va vous décrocher la mâchoire. On y va. J'ai acheté une maison sans en parler à mes parents. Quand ils l'ont découvert, ils ont dit, super. Maintenant ton frère aura un bureau à domicile, et ses enfants auront plus d'espace. J'ai dit non. Ils ont complètement explosé. Mon grand frère Jared a 32 ans et a été l'enfant chéri depuis qu'on est petit. Je parle d'un favoritisme total. Ce type aurait pu incendier la maison, et mes parents auraient accusé les allumettes. Laisse-moi te donner deux exemples qui résument parfaitement la dynamique familiale. J'avais 14 ans, je travaillais les week-ends chez S-Hardware pour 7,25$ de l'heure, économisant chaque centime pendant 6 mois pour m'acheter une PlayStation 3. Si foutu-moi à répondre à des entrepreneurs me demandant où se trouvaient les tournevis pour gaucher, juste pour mettre de côté 400$ pour cette console. Le jour où j'ai enfin assez d'argent, je rentre à la maison et je trouve Jared, 17 ans, qui n'a jamais travaillé de sa vie, en train de jouer sur une PS3 toute neuve dans le salon. Ton père et moi avons pensé que Jared méritait quelque chose de sympa pour avoir eu un C+ en chimie, dit ma mère sans même lever les yeux de son émission de cuisine. Tu comprends, chérie? Jared en difficulté? Le gars échouait en chimie parce qu'il passait ses cours à envoyer des messages et à vapoter dans les toilettes. Pendant ce temps, moi j'avais des A et des B tout en travaillant les week-ends. Et pourtant, c'est moi qui méritais moins une foutue console de jeu. Et mon argent, j'ai demandé. Eh bien, maintenant tu peux l'économiser pour quelque chose de plus utile, a ajouté mon père. Peut-être de nouvelles bottes de travail. Jared? Ce type me regarde droit dans les yeux et dit, merci d'avoir économisé tout ça, petit frère. Ça m'a vraiment enlevé la pression de devoir travailler pour l'avoir. La seule personne qui dénonçait leurs conneries, c'était mon grand-père Joe. Un vrai dur à l'ancienne. Il avait combattu en Corée, travaillé dans la construction pendant 40 ans, et conduisait une Dodge Charger RT de 1969 qui sonnait comme le tonnerre américain. C'est lui qui m'a appris à utiliser des outils, à réparer des choses, et à repérer les conneries à des kilomètres. Tes parents pensent être justes, m'a-t-il dit un jour pendant qu'on changeait l'huile de sa Charger. Mais juste ne veut pas dire égal quand un enfant travaille et l'autre profite. Souviens-toi de ça, Blake. Tu as quelque chose que ton frère n'aura jamais. Quoi? Du cran. Et le bon sens de l'utiliser quand ça compte. Quand mon grand-père est décédé pendant ma première année de lycée, il m'a laissé cette Charger. Immédiatement, mes parents ont commencé à me mettre la pression pour que je la vende. Cette voiture vaut de l'argent. Elle va juste rester là à rouiller. À quoi bon? Le but, c'est qu'elle était à moi. La première chose dans ma vie qui était vraiment, entièrement à moi. J'ai gardé cette voiture dans un box de stockage, en payant les 45$ mensuels avec mon salaire d'S-Hardware. Et chaque mois, quand j'écrivais ce chèque, je pensais aux paroles de mon grand-père. Maintenant, parlons de l'université. Je me préparais pour l'université. J'avais bossé dur au lycée, suivi des cours techniques, travaillé le soir au magasin de bricolage, aidant les entrepreneurs à trouver les bons boulons et expliquant pourquoi ils avaient besoin de vis galvanisées pour les projets extérieurs. J'ai été accepté à l'université du Tennessee. Je pensais vivre à la maison pour économiser de l'argent, comme un adulte responsable. Jared, lui, était allé à Vanderbilt, son école de rêve. Et mes parents avaient tout payé, frais de scolarité, logement, nourriture, même ses frais de fraternité. Donc naturellement, je pensais qu'il m'aiderait aussi. Faux. Complètement faux. Je n'oublierai jamais cette conversation. J'étais assis à la table de la cuisine, lettre d'acceptation en main, prêt à parler organisation. Ma mère préparait son célèbre rôti. Si tu restes ici, tu devras contribuer, dit-elle comme si elle parlait de la météo. Jared a mérité ce qu'on lui a donné. Toi, tu dois apprendre l'indépendance. Contribuer signifiait 350$ par mois pour le loyer et les charges, plus acheter ma propre nourriture. Ça ne semble pas énorme, jusqu'à ce que tu sois un étudiant de 18 ans payé au salaire minimum, essayant aussi d'acheter des livres. J'ai essayé d'argumenter. J'ai rappelé tout ce qu'ils avaient fait pour Jared. Comment il n'avait jamais eu à s'inquiéter d'argent. Ma mère a haussé les épaules. On a donné à Jared ce dont il avait besoin. Toi, tu es différent. Tu es indépendant. Tu vas te débrouiller. Alors je me suis débrouillé. J'ai pris plus de shifts au magasin, parfois jusqu'à minuit. Le matin,
je passais devant Starbucks en regardant les autres étudiants acheter leur café à 6 $, pendant que je buvais mon café maison et mangeais des sandwichs beurre de cacahuètes banane faits à 6 heures. Chaque mois, je donnais ces 350 $ à mes parents pendant que Jared appelait pour se plaindre de la nourriture de la cafétéria. L'injustice était étouffante. Mais je me disais que ça paierait un jour. La seule chose qui me gardait sain d'esprit, c'était de savoir que la chargée de mon grand-père m'attendait. Après l'université, je suis parti de cette maison et j'ai trouvé un petit studio à Knoxville. C'est là que mon meilleur ami d'enfance, Mason, a assuré comme jamais. Il est arrivé avec son vieux pick-up Ford, une glacière pleine de boissons, et aucune question. On te sort enfin de la maison familiale, a-t-il dit. Il était temps. Mason est mécanicien. Toujours un avis sur tout. On était proches depuis le collège. Tes parents savent que tu pars, m'a-t-il demandé. Ils comprendront quand j'arrêterai de payer le loyer, ai-je répondu. Sauvage. Respect. Il m'a aidé à tout déménager en 2 trajets. Même quand l'ascenseur était en panne. Quand on a fini, il a ouvert 2 boissons et a regardé autour de mon minuscule appartement. Bon, dit-il, c'est minuscule, mais au moins c'est à toi. Ça, c'est tout Mason. Une honnêteté brutale enveloppée de loyauté. J'ai commencé ma carrière comme soudeur débutant dans un atelier de fabrication, travaillant de longues heures, vivant de plats surgelés et de pure détermination. Mason passait après ses journées au garage, généralement avec à emporter et des histoires sur les idiots qui pensaient pouvoir réparer eux-mêmes leur transmission. Un client est venu aujourd'hui convaincu que sa voiture faisait du bruit parce que le gouvernement le surveillait, disait-il en dévorant un burrito de station-service. En réalité, son pot d'échappement tenait avec du ruban adhésif et des prières. Un soir, après quelques verres, je lui ai parlé de la chargée stockée dans un box. « Attends, t'as une RT de 69 en train de pourrir dans un garde-meuble » dit-il en s'étouffant presque avec sa boisson. « Mec, c'est comme garder une licorne dans un placard. Je ne peux pas vraiment bosser dessus sur le parking de mon appart, ai-je répondu. Pas faux. Mais le jour où t'as un vrai chez toi, on la sort et on la fait rugir à nouveau. » Pendant ce temps, Jared a obtenu son diplôme en communication et est revenu vivre à la maison. Il passait ses journées à jouer à Call of Duty et à parler de ses projets entrepreneuriaux, pendant que nos parents continuaient de financer sa vie. Quand il a enfin décroché un boulot dans une boîte de marketing, ils lui ont organisé un dîner de célébration au Longhorn Steakhouse. Quand moi j'ai été promu chef soudeur après 2 ans à bosser 60 heures par semaine et à apprendre la soudure tige spécialisée, ils m'ont emmené chez Applebee's et ont passé tout le repas à parler de leur fierté pour Jared qui avait trouvé sa passion. Puis Jared a commencé à sortir avec Jessica. Une fille gentille, mais qui n'avait jamais gardé un travail plus de 6 mois et pour qui le budget était une langue étrangère. Mes parents l'ont accueillie comme une reine. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie qui a coûté plus cher que mon premier camion. Mes parents ont tout payé, des fleurs au bar à volonté. Après le mariage, Jared et Jessica ont emménagé dans une maison que mes parents les ont aidés à acheter. Pas un prêt. Un cadeau. Ils appelaient ça leur investissement dans l'avenir de la famille. Très vite, les enfants sont arrivés, Mason Jr., puis Lily, puis la petite Emma. Mes parents sont devenus les grands-parents les plus dévoués du monde, achetant jouets et vêtements, proposant de garder les enfants dès que Jared et Jessica voulaient sortir. Ils ont ouvert des fonds pour leurs études et commencé à planifier des vacances à Dollywood. J'ai essayé de ne pas laisser ça m'atteindre. Vraiment. Mais chaque réunion de famille me rappelait exactement ma place. Les enfants couraient partout avec leurs nouveaux jouets pendant que je restais dans un coin à regarder mes parents les couvrir d'attention. Jared et Jessica se plaignaient des difficultés d'être parents, et ma mère proposait immédiatement des solutions, plus de babysitting, des repas faits maison, de l'aide pour l'hypothèque quand ça devenait compliqué. J'ai commencé à éviter les réunions de famille. C'était plus simple que de faire semblant. Bien, m'a dit Mason quand je lui ai dit que j'en avais fini avec les dîners du dimanche. Ces gens sont toxiques à mort. Passe tes week-ends à faire des choses qui comptent vraiment. Puis j'ai décidé d'acheter une maison. J'économisais depuis des années, vivant en dessous de mes moyens, mettant de côté chaque dollar possible. J'avais assez pour un apport et j'en avais marre de jeter mon argent dans un loyer. Mais surtout, je voulais quelque chose qui soit à moi. Quelque chose que personne ne pourrait me prendre ni me reprocher. Et honnêtement, je voulais un garage pour enfin travailler correctement sur la chargée. Mason était immédiatement partant. Il était temps que tu arrêtes d'enrichir ton proprio, a-t-il dit. Je connais un bon agent immobilier. Pas de conneries. Il ne va pas essayer de te vendre plus grand que ce dont tu as besoin. On a passé nos week-ends à visiter des maisons. Mason avait une façon incroyable de traduire le jargon immobilier. Celle-ci a un bon potentiel, ça veut dire, c'est un gouffre à argent qui va bouffer tes économies et te recracher du regret. Ou encore, espace de vie ouvert, ils ont abattu des murs porteurs et croisé les doigts. À chaque maison, je vérifiais le garage. La plupart étaient minuscules, à peine assez grands pour une voiture. Moi, j'avais besoin d'espace pour vraiment travailler. Je n'ai rien dit à ma famille. Pas parce que c'était un secret, mais parce que je savais qu'ils trouveraient un moyen de tout ramener à Jared et sa famille. Ils auraient commencé à proposer des maisons parfaites pour accueillir les enfants, ou à demander pourquoi j'avais besoin d'autant d'espace alors que j'étais seul. Bonne idée, a dit Mason.
Dis-leur après avoir les clés. C'est plus difficile de saboter un truc déjà fait. J'aurais dû me douter que ça ne se passerait pas comme ça. Je ne sais pas comment l'info a fuité, mais elle a fuité. Ma collègue Sandy, le genre de personne qui considère la vie des autres comme un divertissement, a mentionné à quelqu'un de son groupe d'église que je cherchais une maison. Cette personne était la cousine de Jessica. Et en un rien de temps, la nouvelle s'est propagée dans la famille plus vite que des ragots à une réunion de lycée. L'appel est arrivé un jeudi soir. J'étais à mon établi en train de nettoyer mon matériel de soudure quand mon téléphone a sonné. Blake, la voix de ma mère était étrangement enjouée. Pourquoi tu ne nous as pas dit que tu cherchais une maison? J'aurais dû faire l'innocent, mais j'étais épuisé. Je regarde juste. Rien de sérieux pour l'instant. Eh bien, Jared et moi en avons parlé, et nous avons de merveilleuses idées pour toi. Je me suis figé. Tu vas avoir besoin d'au moins 5 chambres, tu sais, pour les enfants quand ils viendront. Et ce serait parfait si tu pouvais trouver quelque chose près du quartier de Jared et Jessica. Je fixais mon casque de soudure, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Maman, je n'ai pas besoin de 5 chambres. Je cherche quelque chose de petit, juste pour moi. Oh chérie, tu dois voir plus grand. C'est une occasion d'aider toute la famille. Les enfants grandissent, et la maison de Jared et Jessica devient trop petite. Si tu avais une grande maison, ils pourraient venir plus souvent, et on pourrait passer plus de temps ensemble. Ok, attendez une seconde, c'est moi. Voici la vérité qui dérange. Ce moment précis est en réalité plus révélateur que tout ce qui arrive ensuite. Parce que toutes les intrusions, toute la culpabilisation, toute la manipulation qui suivent. Tout devient parfaitement logique une fois que vous comprenez cet appel. Ils n'ont jamais caché ce qu'ils pensaient que Blake représentait pour eux. Ils croyaient sincèrement, totalement, que la maison de Blake était un bien familial avant même qu'il ne l'achète. Avant même qu'il ne signe le moindre papier. Ce n'est pas de la cupidité apparue soudainement. C'est une vision qu'ils ont toujours eue de Blake, toute sa vie. Lui, il gagne. Eux, ils distribuent. C'était ça, l'accord, dans leur tête. Et le plus effrayant dans tout ça? Ils n'ont vu absolument aucun problème dans cet appel. Zéro. Pas le moindre. Maintenant, revenons à l'histoire. Je me suis massé les tempes, sentant un mal de tête arriver. Je ne cherche pas un endroit pour que la famille de Jared vienne séjourner. Je cherche un endroit pour moi, pour y vivre. Ne sois pas ridicule, Blake. La famille, c'est ce qui compte le plus. Tu voudras de la place pour tout le monde. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Mason. Ils veulent que tu leur achètes une maison, a-t-il dit après que je lui ai expliqué la conversation. Pas pour toi. Pour eux. Ils veulent que tu sois la banque et le porteur de valises. C'est dingue. Dingue? C'est bien au-delà de ça. C'est du parasitisme niveau expert. Tu paries combien qu'ils ont déjà décidé quelles chambres iront aux enfants? Le lendemain, les annonces immobilières ont commencé à pleuvoir. Ma mère et Jessica s'étaient apparemment autoproclamées mon équipe immobilière personnelle, m'envoyant des liens vers d'énormes maisons avec piscine, suite pour invités, et des prix qui me faisaient mal aux yeux. Chaque annonce était accompagnée d'explications détaillées sur à quel point ce serait parfait pour les réunions de famille. Regarde celle-ci, m'a envoyé Jessica avec un lien vers une maison coloniale de 6 chambres. Les enfants adoreraient ce jardin, et il y a même une entrée séparée pour la suite des beaux-parents. J'ai mis la conversation en sourdine et j'ai continué mes recherches de mon côté. Mason et moi avons trouvé la maison après des semaines de recherche, un magnifique ranch de 2 chambres à Powell, à environ 20 minutes du centre de Knoxville. Il y avait un porche couvert à l'avant, de vrais planchers en bois d'origine, et une cuisine baignée d'une lumière parfaite le matin. Le jardin était juste assez grand pour un potager, et il y avait une pièce attenante au salon qui semblait faite pour regarder le football le dimanche. Mais le vrai argument de vente? Un garage pour 2 voitures avec un établi, une installation électrique correcte, et assez d'espace pour vraiment travailler sur une voiture. C'est celle-là, a dit Mason en visitant avec moi. Bonne structure, fondation solide, et surtout, seulement 2 chambres. Impossible d'y entasser toute une communauté. Regarde ce garage, ai-je dit en passant la main sur l'établi. Je pourrais enfin ramener la charger à la maison. Là, tu parles. Cette beauté est enfermée depuis trop longtemps. J'ai fait une offre le jour même. Quand elle a été acceptée, j'ai ressenti une vague de joie pure. C'était ça. C'était à moi. Félicitations, propriétaire, a dit Mason en me serrant la main devant l'agence immobilière. Maintenant, le vrai défi commence. Garder les vautours loin de ton nid. J'ai décidé d'attendre la signature finale avant d'en parler à ma famille. Je voulais profiter du moment sans leurs interventions. Ce week-end-là, ma mère m'a appelé pour m'inviter au dîner du dimanche. On fait un rôti, a-t-elle dit, et on veut parler de ta recherche de maison. J'ai failli refuser. Mais je me suis dit que ce serait satisfaisant d'annoncer que j'avais déjà acheté. D'accord, ai-je répondu. Je serai là. Je n'avais aucune idée que je me rendais dans une embuscade. Je suis arrivé chez mes parents à Farragut à 18h pile, me préparant mentalement à leur discours. L'odeur du rôti remplissait la maison, et j'entendais les enfants jouer dans le salon. Jared était affalé sur le canapé, scrollant sur son téléphone,
tandis que Jessica courait après Emma autour de la table basse. On s'est installé autour de la table, et pendant quelques minutes, tout semblait normal. Papa râlait sur la dernière défaite des Titans, Jared parlait d'un projet au travail, et Jessica racontait des anecdotes mignonnes sur les enfants. Je commençais à me détendre. Puis ma mère posa sa fourchette et s'éclaircit la gorge. Alors Blake, dit-elle avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux, on a fait des recherches, et on pense avoir trouvé la maison parfaite pour toi. Ça commence, ai-je pensé. C'est une magnifique maison de 5 chambres à Oak Ridge, à seulement 15 minutes de chez Jared et Jessica. Elle a un grand jardin pour les enfants, un garage pour 3 voitures, et même un sous-sol que Jared pourrait transformer en bureau. Je clignais des yeux. Son bureau? Tu sais à quel point ils sont à l'étroit, continua ma mère comme si tout cela était parfaitement logique. Les enfants partagent les chambres, et Jared n'a pas d'endroit calme pour travailler. Si tu avais une grande maison, il pourrait s'étendre quand il viendrait. Quand il viendrait, répétai-je, commençant à comprendre où ça menait. Jessica intervint, presque excitée. On en a parlé, et ça a tout son sens. Tu aurais tout cet espace, et nous on a besoin de plus de place pour les enfants. On pourrait rester chez toi presque tous les week-ends, et peut-être même plus longtemps pendant l'été. Je la regardais, puis Jared, qui hochait la tête comme si tout était normal. Vous voulez emménager chez moi? Pas emménager, dit Jared rapidement. Juste venir souvent. Comme une famille. Ce serait parfait, ajouta ma mère. Les enfants auraient leur espace, et ta maison serait enfin pleine de vie et de rire. Et puis tu aiderais la famille de ton frère. C'est ce que font les familles. J'avais l'impression d'être dans une réalité parallèle. Il parlait de Emma Maison, une maison que je ne leur avais même pas encore dit que j'avais achetée, comme si c'était la solution à tous leurs problèmes, sauf aux miens. En fait, dis-je en posant ma fourchette, j'ai déjà acheté une maison. La pièce devint silencieuse. Même les enfants arrêtèrent de faire du bruit. Quoi? La voix de ma mère devint sèche. J'ai acheté une maison. Un ranch avec 2 chambres. J'ai signé la semaine dernière. Personne ne parla pendant un moment. Puis Jared éclata d'un rire qui n'avait rien d'amusé. 2 chambres? Blake, à quoi tu pensais? Où est-ce qu'on est censé dormir quand on viendra? Qui a dit que vous viendriez? Répondis-je simplement. C'est ma maison. Je l'ai achetée pour moi. Le visage de ma mère devint rouge. Blake, comment as-tu pu prendre une décision aussi importante sans nous consulter? On a travaillé si dur pour te trouver l'endroit parfait. C'est totalement déraisonnable. Je n'avais pas besoin de votre aide, dis-je en essayant de rester calme. Je savais ce que je voulais, et je l'ai acheté. Et nous alors? La voix de Jessica devint aiguë et plaintive. On a vraiment besoin de ça, Blake. Tu sais à quel point c'est difficile de vivre dans cette petite maison avec 3 enfants? Mason Junior et Lily doivent partager une chambre, et le lit bébé d'Emma est dans notre chambre. Ce n'est pas juste pour les... J'ai pris une grande inspiration. Ce n'est pas mon problème, Jessica. C'est à ce moment-là que mon père a décidé d'intervenir. Il a frappé la table si fort que les verres d'eau ont tremblé. Tu es égoïste, Blake. La famille s'entraide. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je me suis levé, le cœur battant. Je ne suis pas égoïste. Je commence enfin à me défendre. Et si ça fait de moi le méchant à vos yeux, alors tant pis. La pièce a explosé. Ma mère criait qu'elle m'avait mieux élevé que ça. Jessica pleurait en disant que ce n'était pas juste pour les enfants. Jared râlait en disant que j'avais toujours été difficile. Mon père restait assis, secouant la tête comme si je l'avais personnellement déçu. J'ai attrapé mes clés et me suis dirigé vers la porte. Tu ne peux pas simplement abandonner ta famille comme ça, a crié ma mère derrière moi. Je me suis retourné une dernière fois. Regarde-moi. Puis je suis monté dans mon camion et j'ai roulé directement jusqu'au garage de Mason. Je l'ai trouvé penché sous le capot d'une Chevy Malibu, en train de jurer contre un alternateur récalcitrant. Alors, le dîner de famille, demanda-t-il sans lever les yeux. Il voulait que j'achète une maison de 5 chambres pour que Jared et sa famille puissent emménager. Mason s'est redressé, essuyant ses mains sur un chiffon. Pardon? Je lui ai tout raconté. L'embuscade, leur plan, la dispute. Putain, dit-il quand j'ai fini. Ils sont vraiment passés en mode parasite total, hein? Qu'est-ce que tu leur as dit? Que j'avais déjà acheté une maison. Le visage de Mason s'est illuminé d'un énorme sourire. Espèce de légende. Ils ont dû paniquer. À peu près. Bien fait pour eux. Tu veux boire un verre? On est resté dans son garage jusqu'à minuit, à parler de mes projets pour la maison. Puis je lui ai parlé de ramener la chargée. On va la sortir du box quand? Demanda-t-il. Ce week-end? Carrément. Il est temps que cette beauté revoie la lumière du jour. Je pensais que tout s'arrêterait là. Je me trompais. Les messages ont commencé dès ce soir-là. Jessica m'a envoyé une photo des enfants entassés dans leur lit superposé avec la légende « Regarde comme ils sont serrés ». Tu trouves vraiment ça juste? Je n'ai pas répondu. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Que le fait d'acheter une maison pour moi avait soudainement rétréci leur appartement. Le lendemain, je me suis réveillé avec 25 appels manqués de ma mère et une série de messages vocaux de plus en plus paniqués. Blake, il faut qu'on parle. Tu es déraisonnable. Pense aux enfants. Jared s'y est mis aussi. Je pensais que la famille comptait pour toi,
mais visiblement je me trompais. Maman n'a même pas dormi cette nuit tellement elle est bouleversée. J'ai montré les messages à Mason quand il est venu m'aider à emménager. Mon Dieu, dit-il en faisant défiler mon téléphone tout en portant un carton marqué cuisine. On dirait une usine à culpabilisation. Tu veux que je réponde à leur place? Tu dirais quoi? Que leur crise de logement n'est pas ton urgence, mais avec des insultes beaucoup plus créatives. J'ai mis leur numéro en sourdine et essayé de me concentrer sur mon installation, mais c'était difficile avec les notifications constantes. Ils sont passés à Facebook, publiant des messages passifs-agressifs sur la loyauté familiale et le sacrifice. Jessica a posté une photo des enfants avec la légende. Certaines personnes oublient d'où elles viennent. La famille sacrifie tout pour toi, et voilà comment tu les remercies. Les commentaires étaient violents. Des gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire me traitaient d'égoïste et d'ingrat. Ma propre tante, à qui je n'avais pas parlé depuis des années, m'a appelé pour me faire la morale. J'ai entendu ce qui se passe avec Jared. Tu ne peux pas trouver dans ton cœur la force d'aider. La famille passe avant tout, Blake. C'était la même tante qui oubliait mon anniversaire chaque année. Je l'ai bloqué aussi. Mais le harcèlement commençait à peser. Tu sais quel est ton problème, dit Mason en installant de nouvelles serrures sur ma porte d'entrée sans même que je lui demande. Tu joues en défense alors que tu devrais attaquer. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu les laisses contrôler le récit. Pour tout le monde, t'es le méchant qui abandonne sa famille. Il est temps que tu racontes ta version. Mais je n'étais pas encore prêt. J'espérais qu'il finirait par lâcher l'affaire. Le week-end suivant mon emménagement, Mason est arrivé avec son camion et une remorque. C'est le jour J, dit-il. Opération libération de la chargée. On a roulé jusqu'au box en silence. Quand j'ai ouvert la porte métallique et vu la voiture de mon grand-père sous une bâche poussiéreuse, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Waouh! Murmura Mason. Elle est magnifique. On a retiré la bâche. Même recouverte de 3 ans de poussière, la chargée était incroyable. Une peinture bleue métallique B5, encore profonde sous la saleté, des pare-chocs chromés à polir mais sans rouille, et ses jantes mythiques. Elle va demander du travail, dis-je en passant la main sur l'aile. Mais la base est solide. C'est pour ça que les week-ends existent, répondit Mason. On l'a ramenée chez moi. La charger dans la remorque a été plus émouvant que prévu. C'était la dernière chose que j'avais de mon grand-père. La ramener chez moi, là où je pouvais enfin travailler dessus, c'était comme honorer sa mémoire. Une fois dans le garage, Mason a ouvert 2 boissons. Ton grand-père avait du goût, dit-il. C'est quoi le plan? La remettre en marche d'abord. Ensuite, on verra. C'est devenu notre routine du samedi. Mason arrivait avec du café et des donuts, on bossait sur la voiture, puis on s'asseyait sur le porche à boire et discuter de tout. La voiture est devenue notre thérapie. Chaque boulon, chaque pièce nettoyée ou remplacée, c'était un pas de plus loin du drame familial. Et Mason avait ce talent de rendre même les problèmes mécaniques les plus frustrants supportables. Le carburateur est encore noyé, disait-il. Mais c'est juste sa façon de dire qu'on lui a manqué. Travailler sur la chargée me donnait un échappatoire. Quand mon téléphone vibrait avec un nouveau message culpabilisant, j'allais au garage au lieu de m'énerver. Puis tout a basculé. Jared et Jessica sont arrivés chez moi sans prévenir. J'étais dans le garage avec Mason, essayant de redémarrer le moteur pour la première fois en 3 ans, quand j'ai entendu des portières claquer. J'ai levé les yeux. Les 3 enfants couraient vers mon portail pendant que Jared et Jessica arrivaient derrière, avec des sacs de nuit. Surprise, lança Jessica joyeusement. On s'est dit qu'on passerait pour une petite visite. Ok, attendez une seconde, c'est encore moi pour la vérité qui dérange. Ce ne sont même pas les sacs de nuit qui me dérangent le plus. Vous voulez savoir ce qui m'a vraiment marqué? Le visage de Jessica quand elle a dit « surprise ». Ce sourire joyeux, complètement détendu. Ce n'est pas le visage de quelqu'un qui se demande s'il dépasse les limites. C'est le visage de quelqu'un qui croyait sincèrement, profondément, qu'elle rendait service à Blake en débarquant sans prévenir avec 3 enfants et une semaine de linge. Et ça, honnêtement, c'est ce qui me fait le plus peur. Parce que Jared et Jessica ne sont pas des méchants de film. Ils sont bien plus inquiétants que ça. Ce sont des gens à qui on a répété tellement souvent, pendant tellement longtemps, que leurs besoins passent en premier, qu'ils sont devenus incapables de voir une limite, même quand elle est juste devant eux, couverte de graisse, une clé à la main. Et ensuite, les enfants commencent à détruire le jardin de Blake. Et Jared, cet homme. Il se contente de dire « ce sont juste des enfants », tout en scrollant sur son téléphone. Dans le jardin de quelqu'un d'autre. Comme si les sentiments de Blake n'étaient qu'un petit désagrément qui interrompait son fil d'actualité. Ce geste banal, regarder son téléphone, m'a plus marqué que tout le reste à ce moment-là, honnêtement. Parce que ça m'a montré exactement qui Jared a toujours été, au fond de lui. Maintenant, revenons à l'auteur du post. Mason et moi avons échangé un regard. Il a discrètement sorti son téléphone pour tout filmer. Je me suis levé, essuyant mes mains sur un chiffon. Je ne me souviens pas vous avoir invité. Allez, Blake, dit Jared en levant les yeux au ciel. On est une famille. On n'a pas besoin d'invitation formelle. Si, justement,
répondis-je en bloquant l'accès à ma porte arrière. C'est chez moi. Ne sois pas comme ça, dit Jessica. Les enfants étaient tellement excités de voir ta nouvelle maison. Regarde comme ils sont heureux. Mason Junior et Lily couraient effectivement dans mon jardin, en piétinant mon potager et en arrachant les fleurs que je venais juste de planter. La petite Emma était assise dans mon carré de tomates, en train de faire de la boue avec la terre que j'avais préparée. Sortez-les d'ici, dis-je d'une voix dangereusement calme. Ce sont juste des enfants, dit Jared. Ils ne font rien de mal. Ils détruisent mon jardin. Sortez-les maintenant. Pourquoi tu parles comme ça, frérot? Jared leva enfin les yeux de son téléphone. Sortez de chez moi. Sortez de mon terrain. Prenez vos enfants et partez. Tu es ridicule, sanglota Jessica. On a fait tout ce trajet pour venir. Je ne vous ai pas demandé de venir. Je ne vous ai pas invité. C'est ma maison et je veux que vous partiez. Très bien, dit Jared, enfin agacé. Mais ne t'attends pas à ce qu'on continue d'essayer de t'inclure dans cette famille. Tu fais ton choix. Oui, répondis-je. Je le fais. Ils sont partis, mais pas avant que les enfants aient mis de la boue partout dans la maison et qu'Emma casse un de mes cadres photos. J'ai passé le reste de la journée à nettoyer. Mason m'a aidé sans même que je lui demande. Une fois terminé, on est retourné dans le garage. Tu veux te défouler sur ce carburateur, dit-il en me tendant une clé. Il est sacrément têtu. Cette nuit-là, après le départ de Mason, je suis resté dans le garage à regarder la charger et à penser à mon grand-père. Lui, il les aurait envoyés balader depuis longtemps. Peut-être qu'il était temps que je commence à utiliser un peu plus de sa force de caractère. Après avoir changé de numéro et les avoir bloqués sur les réseaux sociaux, le harcèlement s'est calmé pendant un moment. Mason et moi avons passé les week-ends à travailler sur la maison, reconstruire le jardin, aménager le salon, installer un ventilateur de plafond dans la chambre. Mais notre projet principal, c'était la charger. Après 3 semaines de travail, on a réussi à la redémarrer. Et la première fois que le moteur 440 a rugi, j'ai juré avoir senti mon grand-père sourire quelque part. Écoute ça, dit Mason avec un grand sourire. C'est le son de la liberté. J'ai commencé à espérer qu'ils avaient enfin compris. Je me suis plongé dans le travail, j'ai avancé sur la maison, sur la voiture, j'ai même recommencé à sortir. Je respirais enfin. C'est là que ma mère est apparue devant ma porte avec un gobelet aux pêches et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour mon chéri », dit-elle comme si on s'était parlé la veille. Erreur. Je l'ai laissée entrer. Elle a posé le dessert sur le plan de travail et a regardé autour d'elle comme si elle inspectait les lieux. « C'est très joli, Blake. Tu as fait un excellent travail. »« Merci », dis-je en attendant la suite. « Je voulais m'excuser », dit-elle en s'asseyant. « Les choses se sont un peu emballées. On avait tort de te mettre la pression. Tu as travaillé dur pour cette maison, et j'aurais dû respecter ta décision. » Pendant un instant, j'ai failli me laisser attendrir. Peut-être qu'elle était sincère. Je pensais qu'on pourrait repartir à zéro, continua-t-elle. J'aimerais revenir te voir. Peut-être avec Jared et les enfants. Et voilà. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, dis-je calmement. Bien sûr, je comprends, répondit-elle avec son faux sourire. Mais je voyais bien ses yeux parcourir la pièce, comme si elle évaluait l'espace. Elle posait des questions précises, notamment pour savoir si j'avais une clé de secours. Après son départ, quelque chose me dérangeait. Le timing était trop parfait. Des semaines de harcèlement, puis soudain, elle voulait faire la paix. J'ai décidé d'écouter mon instinct. Mason avait déjà installé un système de sécurité. J'ai vérifié toutes les fenêtres. 3 jours plus tard, j'ai compris pourquoi. J'étais sorti faire des courses, Walmart, l'OS, acheter un nouveau démarreur pour la charger. Je suis rentré vers midi, les bras chargés de sacs, et j'ai immédiatement vu le SUV de Jared dans mon allée. Mon cœur s'est emballé. J'ai ouvert la porte à la hâte. Et là, je les ai entendus. Des voix. Des rires. Les enfants qui couraient. Je suis entré. Jared, Jessica et les 3 enfants étaient installés dans mon salon. Avec des valises. Ils déballaient leurs affaires. « C'est quoi ce bordel ?» ai-je lancé. « Oh salut Blake », dit Jared comme si tout était normal. « On a décidé d'emménager pendant que tu étais parti. Maman nous a donné sa clé. » « Quelle clé ?» Je le fixais. « Vous êtes complètement fou ? Ne sois pas dramatique, dit Jessica en sortant des vêtements. On a vraiment besoin de place et ta maison est parfaite. Maman a dit que tu comprendrais. Maman n'habite pas ici, criai-je. Moi si. Écoute Blake, dit Jared avec son ton condescendant habituel. Tu es célibataire. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Nous, on a 3 enfants. C'est logique. J'ai sorti mon téléphone et composé le 911. Sérieusement, dit Jessica. Tu appelles la police contre ta propre famille. Regarde-moi, répondis-je. Quand les policiers du comté de Knox sont arrivés, Jared et Jessica ont essayé d'expliquer qu'ils étaient de la famille, comme si ça leur donnait des droits. Les policiers n'étaient pas impressionnés. Ils leur ont dit qu'ils étaient en intrusion et qu'ils devaient partir immédiatement. C'est ridicule, marmonna Jared en rassemblant ses affaires. On est ta famille. Non, dis-je en les regardant charger leurs valises. Une famille ne s'introduit pas chez les autres. Après leur départ,
J'ai appelé Mason. Ils ont fait quoi, dit-il. Ils ont emménagé. Toute la famille, avec des valises. J'arrive, dit Mason. Ne touche à rien avant que j'arrive. Il est arrivé 20 minutes plus tard avec une boîte à outils et un regard, comme s'il était prêt à tuer quelqu'un. Ils sont où, demanda-t-il en regardant autour de lui, comme s'il s'attendait à les trouver cachés quelque part. Partis. Les flics les ont forcés à partir. Bien. Maintenant, on change ces serrures et je vais installer quelques améliorations qu'ils ne verront pas venir. Mais ça ne me suffisait plus. J'en avais fini. J'ai appelé un avocat et fait rédiger des lettres de mise en demeure pour chacun d'eux. Les lettres détaillaient tout, le harcèlement, l'intrusion, les attaques sur les réseaux sociaux et précisaient clairement que tout nouveau contact entraînerait des poursuites judiciaires. Mason avait une autre idée. Tu sais ce qu'il te faut, dit-il en sortant quelque chose de son pick-up. Cadeau de pendaison de crémaillère. C'était un paillasson personnalisé avec écrit en grosses lettres noires, famille non autorisée. Je l'ai fait faire exprès, dit-il en souriant. Un peu de vérité dès l'entrée. J'ai éclaté de rire. Le premier vrai rire depuis des mois. T'es malade. Non, je suis pragmatique. Maintenant, tout le monde sait à quoi s'attendre avant même de sonner. Ce même jour, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai riposté. J'ai publié mon propre message sur les réseaux sociaux, expliquant calmement ma version. Je n'ai cité aucun nom, mais j'ai exposé les faits, que j'avais acheté une maison pour moi, que certains membres de ma famille s'attendaient à y vivre gratuitement, et que lorsque j'ai refusé, ils ont lancé une campagne de harcèlement allant jusqu'à s'introduire chez moi. La réaction a été immédiate. Des amis que je n'avais pas vus depuis des années m'ont contacté pour me soutenir. Des collègues de l'atelier ont dit avoir vécu des situations similaires. Même certains membres de ma famille élargie, qui avaient entendu une toute autre version, se sont excusés. Mais le meilleur? Le silence. Jared, Jessica et mes parents ont arrêté d'appeler, d'écrire, de débarquer sans prévenir. Pour la première fois depuis des mois, j'avais trouvé ma voix. Et elle était puissante. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre d'un avocat représentant Jared et Jessica. Il menaçait de me poursuivre pour atteinte aux liens familiaux et préjudice émotionnel intentionnel. Ça m'a fait rire. Mon avocat aussi. C'est ridicule, dit-il. Ils n'ont aucun dossier. Au contraire, tu pourrais les poursuivre pour harcèlement et intrusion. J'y ai réfléchi. Vraiment. Mais au final, j'ai préféré consacrer mon énergie à construire ma nouvelle vie plutôt qu'à détruire leurs illusions. Ce week-end-là, Mason est arrivé avec des plats chinois et une glacière pleine de boissons. Dîner de célébration, annonça-t-il. Tu as officiellement survécu à ta famille qui essayait de détruire ta vie. Ça mérite du poulet général Tao et de l'alcool bas de gamme. On s'est assis sur mon porche arrière, mangeant des nouilles et regardant le coucher du soleil sur mon petit jardin parfait. Le lendemain matin, on était de retour dans le garage. La chargée tournait, mais on peaufinait les détails, nouvelles plaquettes de frein, fluide, chrome poli jusqu'à briller comme neuf. Ton grand-père serait fier, dit Mason en effaçant une rayure. Pas seulement de la voiture, mais de toi. Ouais, répondis-je en réglant le carburateur. Je pense aussi. Aujourd'hui, je suis assis dans mon salon, une tasse de café à la main, regardant mon jardin de tomates que j'ai replanté, et qui prospère maintenant. La lumière du matin traverse les fenêtres. Et j'entends le moteur de la chargée chauffer dans le garage. Mason est déjà en train d'installer le nouvel échappement. Mon téléphone est silencieux. Ma maison est à moi. Et je suis enfin libre. Parfois, on me demande si ma famille me manque. Honnêtement, on ne peut pas regretter quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu. Alors pour tous ceux qui vivent quelque chose de similaire, votre vie vous appartient. Et parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même, c'est de couper les personnes toxiques. Une bonne fois pour toutes. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Écoutez, j'essaie toujours de voir les deux côtés de chaque histoire que je couvre, vraiment. Mais ici, il n'y a pas deux versions. Il n'y en a tout simplement pas. Ce que Blake a vécu, ce n'était pas juste une mauvaise éducation. C'était des années et des années de vol émotionnel silencieux et calculé. Du moment de la PlayStation à 14 ans, qui, au passage, me fait encore bouillir le sang, au fait de lui faire payer un loyer pendant que Jared recevait tout sur un plateau d'argent, jusqu'à l'audace absolue de débarquer avec des valises et d'emménager pendant que cet homme était chez Walmart. Je veux dire, Walmart. Il essayait juste d'acheter un démarreur pour la voiture de son grand-père. C'est tout. Et c'est ça qui me marque le plus dans l'histoire de Blake. Il ne cherchait pas la vengeance. Il ne voulait humilier personne. Il voulait juste une chose qui lui appartenait vraiment, entièrement. Et même ça semblait trop demander. Jared, sérieux. Jared est le genre de personne qui confond la chance avec le talent et l'amour avec un droit acquis. On l'a porté toute sa vie, et d'une manière ou d'une autre, il s'est convaincu que c'est comme ça que le monde fonctionne. Et Jessica, honnêtement, elle s'est parfaitement intégrée à cette mentalité. 3 enfants et un sac de nuit qui débarquent sans prévenir, ce n'est pas une visite familiale. C'est une invasion. Maintenant, voici la leçon, et je pense qu'elle est importante. Au moment où Blake a arrêté de se justifier et a commencé à se protéger, tout a changé.
La mise en demeure, le post sur les réseaux sociaux, la police, rien de tout ça n'était excessif. C'était simplement quelqu'un qui décidait enfin que sa paix valait la peine d'être défendue. Tout le monde qui partage ton sang ne mérite pas d'avoir accès à ta vie. Ça peut paraître dur, mais l'histoire de Blake le prouve. La seule personne qui a vraiment été là, constamment, sans qu'on lui demande, sans rien attendre en retour, Mason. Un ami. Le sang n'a pas signifié la loyauté ici. Ce sont les actes qui ont compté. Et cette chargée qui tourne à nouveau dans le garage? Ce n'est pas juste une voiture. C'est un homme qui devient enfin celui que son grand-père a toujours su qu'il pouvait être. Alors les amis, qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire. Et merci de m'avoir rejoint sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très vite pour la prochaine.